Je voudrais d'abord remercier le professeur Abou d'avoir fait le déplacement. La question de la souveraineté monétaire est au cœur de la création de la Ligue panafricaine Moja. En juillet 2010, comme nous avons fait notre première sortie, enfin la sortie officielle à Paris, il y a une vidéo dans laquelle le professeur était venu. Et d'ailleurs, à l'époque, il était parmi les invités avec Madame Tobner de l'association Survie. Et donc cette question du franc CFA, nous la portons et nous considérons que c'est une question de souveraineté globale. Il faudrait que les Africains s'organisent politiquement pour pouvoir obtenir, en tout cas achever le combat qui a commencé et qui a trouvé une certaine résonance autour des années 60. Il faut poursuivre ce combat, il faut achever en fait cette séquence en fait qu'on appelle la seconde indépendance d'une certaine manière, pour parler comme Allende. Et il est important que nous ayons conscience que cette question du franc CFA est une question éminemment politique. La monnaie, toute politique monétaire a un contenu de classe. Et comme toute idéologie, en général, les idéologies, sa fonction essentielle, en tout cas, c'est de confondre les intérêts de certaines classes avec l'intérêt général. Et donc, nous devons être conscients que les peuples africains, comme l'a dit le professeur Ago tout à l'heure, comme vient de le dire Hamzat, doivent prendre la question monétaire à bras-le-corps. À bras-le-corps, au même titre, en tout cas au même titre que la question de la souveraineté militaire, la question de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté éducative et ainsi de suite. L'année dernière, nous avons tenu une conférence de presse à Paris, où nous avons traité ce qu'on appelle l'année des élections, 2016. Il y avait à peu près 16 élections sur le continent africain. Le constat est toujours criard sur les 16 théâtres d'élections, c'est-à-dire potentiellement conflictuelles, puisque les élections présidentielles sont devenues des occasions où les Africains ont peur à chaque élection présidentielle, puisque ça peut, comme on dit en Afrique, dégénérer. Sur ces 16 élections, nous sommes en 2017, il n'y a pas de changement majeur. Or, les élections présidentielles sont des moments dans les États modernes qui, en fait, ouvrent de nouvelles espérances. Mais sur un continent où il y a 16 élections, sur les 16 élections, on ne sent pas de changement majeur. C'est pour dire que ces élections n'ont plus, ou n'ont pas pour le continent africain, la valeur que ça a ailleurs. Si c'était le cas, on l'aurait su, qui est sur 2-3 territoires, on peut comprendre, mais sur 16 territoires, 16 États, s'il n'y a pas d'impact dans la situation des Africains, ça suppose qu'il faut se battre pour retourner en fait à la politique, c'est l'aide de noblesse. Et donc, nous, Ligue panafricaine Moja, nous travaillons à ce que les panafricanistes reviennent dans le champ politique, que les partis panafricanistes s'expriment clairement, qu'ils assument dans le champ politique, au moment des rendez-vous électoraux, le programme panafricaniste dans toutes ses conséquences. C'est le travail que nous faisons, ce travail que nous faisons. 2017, sur le continent africain, il y a des points chauds, il y a le Togo, il y a la République démocratique du Congo, il y a le Congo-Brazzaville aussi, il y a pas mal de territoires, le Cameroun, encore très récemment, avec la question anglophone, francophone. Toutes ces questions nous interpellent. Nous avons pris des positions, nous nous sommes exprimés par des voies de communiqué. Nous avons fait un communiqué sur le Togo, où nous avons expliqué la situation. Nous avons fait des communiqués aussi pour la diaspora par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Martin, je crois, à Saint-Martin, ainsi de suite. Donc nous avons pris des positions politiques sur toutes ces questions-là. Et pour 2017, nous sommes allés sur le continent pour faire des formations, pour aider les sections territoriales de la Ligue panafricaine de Moja à s'organiser, à se structurer, à se préparer pour rejoindre le champ politique. Et donc cette conférence de presse, c'est pour permettre que la Ligue donne son analyse, explique les enjeux de 2017 justement, et éventuellement les perspectives qui vont arriver. Et donc c'est tout l'enjeu de cette conférence de presse. Nous vous demandons, si vous avez des questions, nous sommes là pour vous répondre. Comme le secrétaire général voulait tout à l'heure développer sur quelques points, en attendant, si vous avez des questions, il va essayer de les ajouter dans la discussion et ensuite nous allons poursuivre l'échange. Oui, alors, en fait, sur cette année, il y a eu un certain nombre de situations qui nous semblent très importantes à suivre. Certaines sont dans la continuité, c'est par exemple la fameuse pseudo-réélection
de Paul Kagame au niveau du Rwanda. Paul Kagame qui est aujourd'hui considéré comme l'homme fort du continent africain dans la plupart des couloirs des chancelleries occidentales et qui interroge en fait toute cette géopolitique de l'Afrique centrale. Le développement d'une compagnie aérienne, Rwandair, un certain nombre d'actions qui sont menées depuis Kigali, qui montrent, qui matérialisent, je dirais, ce basculement du centre géopolitique du continent africain vers cette région des Grands Lacs. Bien évidemment, derrière la question du Rwanda, on a bien évidemment le blocage politique, constitutionnel et institutionnel que l'on observe au niveau du Congo-Kinshasa, où nous avons été avec le président, nous avons fait des formations. Et les élections, enfin les soi-disant élections auraient été repoussées jusqu'en décembre 2018, à la suite notamment d'une visite d'une diplomate américaine. Donc là aussi on voit la manière dont quelqu'un comme Donald Trump, qui disait de ne pas s'intéresser à l'Afrique, c'est en fait qu'il y a d'importants enjeux au niveau du Congo-Kinshasa et au niveau de toute l'Afrique centrale, puisque les Chinois sont de plus en plus présents. Donc là aussi, on a, je dirais, des zones d'influence, des sphères d'influence qui sont en train de bouger. Et à notre avis, la question du Congo-Kinshasa doit, je pense, revenir au devant de la scène en termes de perspectives politiques. Quels sont les plans que, en tant que panafricanistes, nous pouvons apporter pour ce pays? Je pense que ce sont des points que nous allons développer dans les prochains mois, qui vont aussi nous permettre peut-être de proposer une lecture différente de la situation de ce pays. On voit bien que l'opposition, la soi-disant opposition, a validé un glissement hors constitution et que finalement les constitutions, qu'elles soient au Congo ou dans d'autres pays, ne sont que des chiffons de papier. Donc il y a cette question de la RDC dont on savait déjà l'an dernier qu'elle resterait bloquée, ou en tout cas qu'elle se bloquerait. Il y a un deuxième cas de blocage depuis un certain temps, sur lequel déjà l'an dernier on avait apporté quelques éléments, c'est le cas du Gabon, puisqu'on a vu que Ali Bongo est toujours présent, en dépit de ce que les partisans de Jean-Ping disaient, qu'on allait le faire partir, etc. Donc il est présent. Et là aussi, ça doit nous interpeller sur nos modes de résistance et surtout nos méthodes d'action quand on est confronté à ce type de situation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une France-Afrique de droite, une France-Afrique de gauche, et que Ali Bongo, d'une certaine manière, maintient les intérêts des puissants en place. Même si derrière, il y a néanmoins des jeux de glissement entre les différentes multinationales autour des intérêts gabonais. Donc là aussi, tout ce qui est lié à la guerre économique, je pense que c'est des points sur lesquels il est important de travailler et de dépasser la seule question du franc CFA pour comprendre que c'est une vaste guerre économique et monétaire qui se mène aujourd'hui sur le continent africain, notamment sur l'Afrique centrale, parce que c'est là que se trouvent les ressources les plus fantastiques et fabuleuses du monde entier. Donc il y a ce travail, je pense, qui est nécessaire à mettre en place. Le cas du Togo, également, sur lequel nous avons pris position. Et nous saluons nos militants et sympathisants qui sont là-bas et qui risquent leur vie chaque jour, qui tentent de nous maintenir informés de la situation en dépit des différentes ruses du fils de l'assassin du premier ministre du Togo. Et là aussi, le cas du Togo est très intéressant parce que c'est un ovni dans cet espace ouest africain, puisque entre l'année dernière et aujourd'hui, Yahya Jammeh a été dégagé dans des conditions plus ou moins correctes, on va dire. C'est-à-dire qu'il aurait pu être renversé, ça aurait pu terminer vraiment dans un bain de sang. Mais il a eu la sagesse relative de partir. Mais on voit bien que celui qui est arrivé après reste finalement dépendant d'intérêts étrangers et en même temps dépendant de l'ancien système. Donc c'est la problématique des alternances sans alternative qui se pose. Et donc dans cette Afrique de l'Ouest, il n'y a que le Togo qui n'a pas connu, on va dire, de changement. Et je pense que le cas du Togo est important à lire parce que le président français Macron doit partir là, à Ouagadougou dans quelques jours, à la fin du mois. Et je pense qu'il aura sur la table plusieurs discours possibles. Et je crains qu'il utilise le Togo pour redessiner sa politique africaine. Une politique africaine qui est très française. Donc je pense qu'il est très important de soutenir le mouvement togolais, de faire en sorte que ceux qui résistent n'en soient pas réduits
a appelé à l'aide de la France ou a demandé à la France de prendre position. Je crois que c'est une erreur stratégique et politique majeure. Ce rapport de force, il faut qu'on arrive à le construire d'un point de vue panafricain. Et on a vu les chefs d'État de la CEDEAO venir au secours de Fort Gnassingbé. On doit se poser donc la question de la mobilisation dans les pays voisins. Au Bénin, on a fait des marches contre justement le régime togolais. Il y a une solidarité qui est très intéressante. De la même manière qu'on avait fait des marches au moment de l'insurrection burkinabé pour dire que le non au changement de constitution à l'article 37 de Blaise Compaoré s'appliquait aussi à Yayi Boni. Donc on voit sur ces questions politiques, sur ces questions électorales, qui ne sont pas du tout des analyses électoralistes, les populations se fédéraient et on voit aussi des axes de résistance qui apparaissent. Donc aujourd'hui, l'enjeu, en fait, c'est de solidifier ces axes de résistance et je dirais de travailler pour que, d'un point de vue des alternatives, il y ait des options de rechange. Ensuite, à l'échelle, je dirais, plus continentale, il y a également des points qui méritent, je pense, la vigilance de chacun. Le retour du Maroc dans l'Union africaine, donc depuis un an, sur un axe qui va jusqu'à Kigali en passant par Libreville, puisque c'est le Gabon qui a permis le retour diplomatique du Maroc dans l'Union africaine. Donc des intérêts marocains qui sont en fait des intérêts français. Quand on dit que le Maroc contrôle sa monnaie, en fait le Maroc c'est une succursale de la France. C'est vraiment la chasse gardée de la France. Le roi du Maroc, puis Hassan II, et l'élimination de Ben Barka, c'est l'antichambre de la France-Afrique. C'est même la France-Afrique même. C'est la base de Jeune Afrique, de tous ces médias néocolonialistes. Et donc le retour du Maroc dans l'Union africaine est aussi à analyser en termes de changement du rapport de force des puissances africaines. L'Algérie est dans une situation très courante, le régime est finissant. Il a échappé au fameux printemps arabe qui était des manipulations, mais le régime est finissant. Donc on s'interroge sur quelle sera la suite de ce régime. Et je pense que là aussi, il faut être très vigilant et accélérer le travail contre la négrophobie. Parce que quand on voit ce que le régime actuel fait à l'égard des migrants subsahariens, qui ne sont pas des migrants puisqu'ils sont sur le continent africain et que tout Africain a le droit d'être sur le continent africain, donc on doit se méfier de la possibilité de voir advenir dans ces pays des régimes qui seraient encore plus négrophobes ou xénophobes. Et c'est très important parce que ça a des répercussions aussi dans les diasporas, notamment dans nos quartiers. Et c'est des points, je pense, qui doivent être travaillés avec prudence, qui doivent être travaillés ici en France, en Algérie, et puis dans des pays comme le Niger. Donc il faut vraiment une coordination sur cette question de la négrophobie. La Mauritanie aussi est concernée. Un dernier point, aussi, je pense, très important, c'est la question de la... on en a très peu parlé, mais je pense que c'est quand même important de le dire à la suite de la conférence actuelle. C'est tout le projet de zone de libre-échange continentale. Il y a quasiment personne qui en est au courant, mais là, il y a un vaste projet de zone de libre-échange continentale à l'échelle de tout le continent africain, et c'est ce qui explique en fait l'entrée du Maroc dans la CEDEAO, le fait que tout l'ensemble nord-africain va disparaître. Et cette Afrique du Nord qui était la chasse gardée de l'Occident, d'un point de vue commercial, est en train de se fondre dans les espaces subsahariens. Le Maroc dans la CEDEAO, l'Algérie, la Libye et l'Égypte voudraient rentrer soit dans la CEMAC, dans l'Afrique centrale, donc l'Afrique du Nord dans l'Afrique centrale, soit dans la communauté d'Afrique de l'Est et australe. Donc là, on voit bien qu'il y a toute une cartographie nouvelle, géopolitique, qui est liée en fait à la question des marchés qui se constituent sur le continent africain. Et ces marchés n'ont pas pour vocation de permettre à une monnaie unique africaine de circuler. C'est pour faciliter justement les investissements capitalistes et la prédation. Donc là aussi, je crois que c'est des points sur lesquels je pense qu'il est important de communiquer, parce que une fois que ce sera fait, ce sera trop tard. Et les APE vont être bientôt mises en place. Ça a commencé avec le sucre. Donc l'Union européenne a abandonné les quotas sucriers. Et donc ils sont en train de préparer l'offensive sur les marchés africains du sucre. Donc quelques industriels comme Aliko Dangote ont pris les devants en investissant dans les hectares de production de canne à sucre.
pour ensuite développer la capacité de production des raffineries sucrières et pour produire du sucre africain. Donc la question de la production locale, je pense qu'elle doit se poser aujourd'hui aussi en termes de souveraineté politique. Et cette question de production locale et de souveraineté politique doit aussi poser la question des politiques de nationalisation. Que faisons-nous de nos ressources? Comment pouvons-nous lancer, je dirais, des projets de nationalisation et de réappropriation de notre patrimoine? Ce sont des enjeux, à mon sens, qui, tout au long de l'année qui vient, doivent être débattus. Parce que les plans commerciaux, économiques et monétaires qui sont programmés sur les 2-3 prochaines années sont extrêmement violents pour le continent africain. L'Occident est en train de se rétrécir du point de vue de ses opportunités. Les Chinois sont de plus en plus agressifs. Ce qu'on appelait le G7, c'est-à-dire les fameux groupes des 7 pays les plus industrialisés, donc, et dit les plus riches, puisque en fait on fait cette fausse corrélation entre richesse et industrialisation, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Les pays les plus industrialisés ne sont pas forcément les plus riches. Et donc si on faisait aujourd'hui le G7, sur la base des critères du G7 de l'époque, la France n'y serait plus, l'Italie n'y serait plus, le Royaume-Uni n'y serait plus. Et pourtant, ils sont toujours présents dans le G7. Donc ils se présentent toujours comme étant dans les 7 pays les plus riches du monde, alors qu'ils ne le sont plus. Donc il y a aussi tout un jeu sémantique qu'il est, je pense, important de déconstruire. Tous les propos, par exemple, du professeur Agbo sont importants parce que toute cette histoire, elle est aussi écrite dans les livres d'histoire de France, mais avec d'autres sémantiques. Et je pense que nous devons vraiment faire ce travail de décolonisation de la sémantique, de décolonisation du vocabulaire politique, du lexique politique. Et le meilleur outil pour le faire, justement, pour faire rentrer les masses, comme on dit dedans, c'est de travailler la question linguistique. Et je pense qu'il est temps vraiment de s'y attaquer. Pourquoi? Tout simplement parce que la francophonie économique, aujourd'hui, s'appuie sur la question des langues. La francophonie n'est pas contre le passage à une monnaie qui ne serait plus le franc CFA. Elle autorise des personnalités brillantes qui sont dans son giron à s'exprimer dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, la diplomatie de la France est principalement économique. Et elle s'appuie aussi sur le français comme outil, je dirais, économique. Et donc la question des langues, c'est la question de notre richesse fondamentale. Et je pense que nous devons la réactiver sérieusement. Et la question Cameroun anglophone, francophone le montre aussi. La question des langues sera beaucoup plus violente et sanglante que la question monétaire. Et la question monétaire n'est que, je dirais, un entraînement à une question linguistique qui sera, à mon sens, fondamentale. D'où la nécessité de revenir à Charanta Diop, de revenir à un certain nombre de penseurs qui ont théorisé, mais ont théorisé dans le sens de la production d'un programme politique. Et c'est pour ça que j'ai tenu à vous lire la citation de Charanta Diop qui ne se limite pas qu'à l'Égypte, les pharaons, etc. C'est très important. La question de la langue, la question de la politique, la question des valeurs économiques. L'Europe est en train de s'écrouler. La seule possibilité pour l'Europe de survivre, c'est de survivre en tant que puissance de valeur. C'est de survivre en disant nous sommes l'Europe des droits de l'homme, nous sommes l'Europe de la démocratie, nous sommes l'Europe de l'égalité homme-femme, etc. Et donc la seule possibilité pour l'Europe de survivre, c'est d'exporter ces valeurs partout où il y a de la croissance démographique, et donc bien évidemment en Afrique. Et c'est ça le grand enjeu du XXIe siècle, être une puissance de valeur. Donc quelles sont les valeurs que nous, en tant que panafricains, nous opposons? C'est le grand débat. C'est le grand débat, et en tout cas, ce sont les discussions que nous avons au sein de la Ligue panafricaine Umoja, au-delà du simple projet politique. Donc ce sont en tout cas quelques éléments qui me semblent importants aujourd'hui à souligner dans cette conférence de presse. Diogène, président. Et on peut répondre quelques questions, si vous avez des questions.